sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, la commission électorale a lancé ce mercredi la révision annuelle des listes électorales à 4 mois de la présidentielle. Au Lesotho, la police a accusé l'ex-premier ministre Thomas Tabane d'avoir payé les tueurs de sa femme en 2017. Et puis l'armée soudanaise a officiellement dissous les forces de défense populaire, l'une des milices supplétives d'Omar el-Béchir. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre prochain, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est toujours convalescent en France après des problèmes cardiaques début mai. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Tiemoko Touré à l'issue du Conseil des ministres. Également ministre de la Communication, il a affirmé que le Premier ministre sera très bientôt de retour en Côte d'Ivoire. Malgré la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus, Amadou Gon Coulibaly, qui a subi une greffe du cœur en 2012, s'était rendu en France le 2 mai dernier officiellement pour un contrôle médical. Âgé de 61 ans, il a été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara, qui a annoncé début mars sa décision de ne pas briguer un troisième mandat. On reste en Côte d'Ivoire où à 4 mois de l'élection présidentielle, la commission électorale indépendante a lancé ce mercredi la révision de ses listes électorales. Le processus doit durer 15 jours. La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants avec une population très jeune et plusieurs millions d'étrangers résidents. Il n'existe pas de statistiques récentes et fiables sur le nombre exact d'Ivoiriens majeurs de plus de 18 ans. Alors que la présidentielle doit se tenir en octobre prochain, la commission électorale indépendante a lancé ce mercredi la révision annuelle des listes électorales. Le processus, qui doit durer 15 jours, vise à enrôler les électeurs qui n'y sont pas encore enregistrés, comme les nouveaux majeurs ou ceux qui n'avaient pas jugé utile de voter jusqu'à maintenant. Selon la commission électorale, près de 5 millions de personnes en âge de voter ne figurent pas sur cette liste. Une liste qui comptait l'an dernier 6 600 000 inscrits. Et pour cette opération sensible dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui a connu des élections émaillées de tensions et de violences depuis 20 ans, 35 000 agents de recensement seront déployés sur plus de 10 800 centres, plus une centaine à l'étranger pour la diaspora, selon la commission électorale indépendante. Mais au premier jour du processus, ce mercredi, les foules ne se sont pas ruées dans les centres d'enrôlement, ouverts pour accueillir ceux qui veulent s'inscrire pour la première fois ou changer de lieu de vote ou encore vérifier qu'ils figurent sur la fameuse liste. À noter que les cartes d'électeurs seront disponibles en septembre, selon la commission électorale. En Éthiopie, les sénateurs ont approuvé ce mercredi le projet de garder le Premier ministre Abiy Ahmed au pouvoir au-delà de son mandat. Ceci à la suite du report des élections prévues en août en raison du coronavirus. Ces élections devraient désormais se tenir 9 à 12 mois après que le coronavirus ne soit plus considéré comme un enjeu de santé publique. La Chambre de la Fédération en Éthiopie, l'équivalent du Sénat, a approuvé la décision d'étendre le terme de toutes les assemblées jusqu'à ce que les institutions sanitaires mondiales considèrent le risque du coronavirus comme inexistant. Cette mesure intervient à la suite du report des élections prévues au mois d'août en raison du coronavirus. Le Premier ministre Abiy Ahmed devrait donc rester au pouvoir au-delà de son mandat. La décision de la Chambre haute du Parlement ne devrait pas manquer de susciter la colère des leaders de l'opposition qui ont accusé le Premier ministre éthiopien d'utiliser l'épidémie pour rester en poste. Les élus n'ont pas spécifié à quelle date les élections devraient se tenir, mais leur vote a entériné une recommandation du Conseil éthiopien des questions constitutionnelles qui appelait à ce que ces élections se tiennent 9 à 12 mois après que le coronavirus ne soit plus considéré comme un enjeu de santé publique. Le Conseil éthiopien des questions constitutionnelles a mené le mois dernier des auditions publiques qui, selon les critiques, n'ont pas suffisamment donné voix à l'opposition.
Certains de ces leaders ont appelé à la formation jusqu'aux élections d'un gouvernement de transition, mais Abiy Ahmed a rejeté lundi cette option lors d'une session de questions-réponses avec les parlementaires. Je le disais en titre, au Lesotho, Thomas Thabane a été accusé par la police d'avoir versé 400 000 malotis, soit 21 000 € aux tueurs qui ont assassiné sa première épouse en 2017. L'ancien Premier ministre a, rappelons-le, démissionné le mois dernier de ses fonctions après plusieurs mois de crise politique provoquée par sa mise en cause dans le meurtre de cette dernière. Dans un document remis ce mardi à la justice, l'adjoint au chef de la police de Lesotho, Paseka Moketa, a accusé l'ancien Premier ministre Thomas Thabane et son épouse d'avoir payé des hommes de main pour se débarrasser de sa première femme. Le couple voulait tuer la victime de façon à ce que Maïsaï Thabane puisse devenir la première dame, y écrit Paseka Moketa. Il ajoute que Thabane a lui-même désigné la résidence de la victime aux assassins. Selon le chef de la police, le couple avait promis au tueur une somme équivalente à près de 160 000 € à verser en plusieurs mensualités. Il devait être payé en liquide et par le biais d'emploi s'il parvenait à exécuter la victime avant l'investiture du mis en cause en tant que Premier ministre, précise le document. Thomas Thabane a épousé sa deuxième femme 2 mois après la mort de la première. Il a d'ailleurs démenti en mai dernier toute responsabilité dans le meurtre de sa première épouse et mis hors de cause son actuelle femme. Même s'il n'a pas été formellement inculpé, l'ancien chef du gouvernement reste sous la menace des juges. Mais Shia Thabane a quant à elle été inculpée en février dernier et placée en détention provisoire la semaine dernière. Au Soudan, l'armée a officiellement dissous les forces de défense populaires. Il s'agit de l'une des milices d'obédience islamiste qui servait de force d'appoint à l'ancien régime d'Omar el-Béchir. Les forces de défense populaire, l'une des milices supplétives d'Omar el-Béchir, ont été dissous par l'armée, contrairement à l'information qui circulait à Khartoum selon laquelle elle serait absorbée dans l'armée régulière. Son quartier général et son commandement ont été démantelés par l'état-major, selon un communiqué publié ce lundi. 4 mois après son coup d'État réussi en 1989, Omar el-Béchir avait voulu consolider militairement son pouvoir. C'est pourquoi il avait instruit son allié d'alors, le Front national islamique, dirigé par Hassan el-Toubari, d'instituer une milice supplétive faite à sa main. Une milice qui ne répondrait qu'aux ordres du président et de son parti. À sa tête, il avait nommé l'avocat Ali Ahmed Karti, qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt. Toutes ces années, ce groupe paramilitaire fort de plusieurs milliers d'hommes a servi de force d'appoint à l'armée soudanaise, notamment au Darfour et dans le Kordofan. Il encadrait notamment les milices tribales en les entraînant et en leur distribuant des armes. Encore récemment, il s'est rendu coupable d'actes de brigandage et d'assassinat dans le Kordofan du Sud et le Nil bleu. D'ailleurs, ces réseaux intéressent la justice soudanaise dans son enquête sur l'attentat ayant failli tuer le Premier ministre Abdallah Hamdok en mars dernier. Ce journal se poursuit et on passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. À 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, écrit le Nouveau Courrier. Les militants RHDP sont dans un grand désespoir. Ce sont les signes de fin du régime, conclut le Canard. En parlant du régime, le quotidien d'Abidjan, à propos de l'affaire trafic de drogue, écrit le journal. Les États-Unis envoient un message fort au régime. Pendant ce temps, la succession se prépare. Le président du PDCI-RDA veut influencer les résultats de la présidentielle
L'héritage constate que Bédié fait trembler Ouattara et le RHDP. Pour le journal, c'est une manœuvre du pouvoir pour étouffer l'affaire Ahmed Bakayoko. Des sources très bien introduites rapportent le Suisseau à propos de la présidentielle. Bédié va se déclarer candidat dans quelques jours. Le Nouveau Réveil informe que déjà l'homme a été rejoint par Tidiane Thiam, une figure emblématique des finances. Au Mali, écrit Le Jour, Imam Mahmoud Dicko et sa coalition anti-Ibeka, c'est comme une épée de Damoclès contre la gouvernance du président de la République. Comme alternative à la démission d'Ibeka, écrit Le Matin pour sa part, l'Assemblée nationale bientôt dissoute pour désarmer la bombe sociopolitique. La lettre du Mali parle d'arnaque sur le dos des Maliens s'agissant des rapports de l'État dans les actions de solidarité. Cette complicité, Nkuruziza, n'en sera plus coupable. Le quotidien numérique revient sur le parcours du chef rebelle devenu guide suprême pour rappeler le décès de l'homme survenu le 8 juin dernier. Lutte contre le coronavirus, écrit Cameroun Tribune. Le Parlement monte au front. Mutation quotidienne à propos des décès liés au Covid-19, voix parents de défunts et autorités sanitaires au tribunal de l'OMS. Toujours au Cameroun, défis actuels parlent de soupçons de fraude et de corruption dans le recrutement en cours. Au Togo, ce n'est plus une soupçon. Liberté note que 1112 milliards de francs CFA déclarés sortis du pays de 2015 à 2019, de quoi faire craindre un risque de blanchiment d'argent. Ainsi se referme cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.